Bonjour et bienvenue dans cette séquence à part, consacrée cette fois-ci à Predator, deuxième long métrage réalisé par John McTiernan sur un scénario original des frères Thomas et sorti en 1987. Soyons honnêtes, pour beaucoup de cinéphiles d'une certaine génération, il y a un terme et un élément que nous aimons franchement, un plaisir non dissimulé qui fait partie de notre croissance dans l'amour du cinéma, de ses héros. Ce sont les badass. Il en existe des différents, musclés ou pas, hommes ou femmes, bourrins ou intelligents, élégants à leur manière, interprètes de répliques salées et mémorables, des groupes entiers dans le même film parfois. Ces personnages ont généralement une classe toute relative mais jamais prise en défaut, y apportent joie, plaisir, coupable ou assumé, enthousiasme, action décomplexée et frisson. Et dans le film de John McTiernan, la place de ces badass sera plus qu'intéressante. Predator raconte l'histoire d'un groupe de mercenaires des forces spéciales mené par le Major Dutch, joué par Arnold Schwarzenegger, qui ont pour mission de sauver des otages au milieu d'une jungle d'Amérique centrale. Tout en s'interrogeant sur la nature morale de cet objectif, l'équipe va devoir surtout composer avec une menace beaucoup plus dangereuse, car un prédateur venu de l'espace a décidé de les prendre en chasse sans pitié et sans merci. Il y a de nombreux moments forts et devenus cultes dans Predator. La séquence sur laquelle nous allons nous pencher est elle aussi connue. La créature extraterrestre a fait sa première victime au sein de l'équipe, le groupe décide de chercher le corps et l'on voit le personnage de Blaine, incarné par Jesse Ventura, armé jusqu'aux dents, se faire tuer par cette force invisible. Son frère d'armes, Mac, joué par Bill Duke, arrive trop tard, mais aperçoit les deux yeux du Predator et décide de tirer dans le tas. Appelant le reste de son équipe, le groupe arrive et n'hésite pas à faire longuement feu, espérant massacrer cet ennemi inattendu. Avant d'aller plus loin, et si vous aimez Predator, je vous conseille d'aller visionner la pertinente vidéo du fossoyeur de film, Predator aux yeux de tous, qui explore avec efficacité et malice un élément de la mise en scène du film. Un peu plus tôt dans cette vidéo, nous mentionnons l'idée que cette badasserie a une place singulière dans le film. La séquence commence avec une parfaite représentation. Le personnage de Blaine cherche les éventuels guerrilleros qui auraient supposément tué et enlevé le corps de leur coéquipier. Jesse Ventura, qui incarne Blaine, est le stéréotype du personnage badass. Sa stature et sa musculature renvoient au héros herculéen de ces fameuses années 1980, son chapeau de cow-boy, la chic qu'il mâche renvoient à l'évocation et l'héritage des personnages durs à cuire des westerns, notamment dans les productions italiennes, son t-shirt MTV typique de son époque, ses blessures anciennes et récentes, comme l'attestent son bandage et la cicatrice sur son bras gauche, les plus anciennes témoignant d'expériences de violence et de survie de ce soldat, et la plus récente montrant sa capacité à passer outre, comme le prouve ce moment pendant l'assaut où il sort une réplique typique de ces personnages badass lorsqu'on lui fait remarquer qu'il saigne du bras. I ain't got time to bleed. J'ai pas le temps de saigner. Blaine est tellement rempli de testostérone et d'adrénaline de l'action qu'il ne sent rien. Et pour couronner le tout, sa fameuse arme à feu, subtilement appelée Pain par le personnage, qui est ironiquement ce qu'on appelle un minigun M134 portatif, et sachant que la taille d'une arme à feu a souvent des connotations physiques, érection virile, puissance 10 000. Une arme de destruction massive qui apportait plus que ses fruits lors de l'assaut. De cette panoplie poussée jusqu'à la caricature, que ce soit le physique, le mental, le comportement, les accoutrements, les blessures et la super arme, le ton est donné et nous aimerions quelque part, bien sûr, les aventures carrières de Blaine dans des productions annexes. Mais nous sommes dans Predator, un film qui a des objectifs précis pour relancer l'attention de son spectateur jusqu'à son final. Blaine est à l'affût, aux aguets, il entend du bruit. Au-delà de son armada, il est attentif au son. Il fait attention, c'est un baroudeur qui a d'expérience. Le son viendra donc d'un leurre naturel, une sorte de porc-épic d'Amérique. Cet animal, qui surgit doucement, nous a fait anticiper de la présence éventuelle du Predator que nous n'avons jamais vu jusqu'à présent. En tant que spectateur, comme Blaine, on peut penser que ce qui fait bouger ces buissons pourrait être le Predator. Et non, c'est un porc-épic. Mais pourquoi cet animal et pas un autre ? D'abord, la nature exotique et originale de ce mammifère. Nous ne tombons pas sur l'habituel python ou fauve tropical. Ensuite, c'est une espèce qui a la particularité d'avoir une armure de piquant, 30 000 en moyenne, protégeant son corps de ses éventuels assaillants. Mais c'est également un animal qui passe beaucoup de temps dans les arbres, grâce à ses griffes et son sens de l'équilibre. Il est un excellent grimpeur et peut monter à des hauteurs impressionnantes.
Cela rappelle curieusement et fortement les attributs du véritable antagoniste du film. Une fois que Blaine et nous, spectateurs, surassurons et soufflons l'espace d'un très court instant où la concentration se relâche, l'attaque fatale surgit. Un premier projectile touche le côté de la gorge. La mise en scène crée d'autant plus la surprise car McTiernan décide de filmer le soulagement, le relâchement de Blaine et le premier impact qu'il reçoit dans sa gorge dans un même gros plan, là où un autre réalisateur aurait choisi de découper avec au moins un plan supplémentaire. Blaine tient son minigun, sonné par cet impact, et là McTiernan passe du plan d'insert de l'arme à Blaine en plein coucher poitrine, qui sera l'exact endroit où il doit recevoir le coup de projectile létal. Légèrement contre-plongé pour bien mettre en place en arrière-plan la hauteur des arbres de la jungle, car le tir est en trajectoire descendante et c'est là que le Predator se tenait. La brutalité du moment montre les plans de réaction de Dutch et de Mac se précipitant vers l'endroit où Blaine se trouvait. L'image du badass est donc implacablement brisée par une menace invisible et supérieure dans son efficacité meurtrière. Son accoutrement, son chapeau, son mental, son physique, ses cicatrices, tout est balayé en une seconde. McTiernan va jusqu'à pousser cette désacralisation, jusqu'à montrer que son impact sur sa poitrine traverse très précisément le logo MTV, détruisant ainsi cette représentation des années 1980, symbole du succès culturel et machine commerciale sans précédent. La déconstruction de cette imagerie virile et culturelle prend en temps ferme, concrètement place, et cela va continuer dans les minutes suivantes. La musique d'Alan Silvestri s'emballe, Mac avance et arrive sur le lieu du meurtre et voit une forme transparente qui éclaire ses yeux. Et là, Mac vide son chargeur, touche malgré tout la créature, et l'équipe le rejoint, et nous voyons ce qu'il reste peut-être comme l'un des gunfights les plus fracassants de l'histoire, mais qui ne servira presque à rien. Cette gigantesque puissance de feu, typique d'un certain cinéma d'action américain des années 1980, est ici réduite en réalité à une quasi-inutilité. Cette puissance devient une impuissance. Une autre volonté de McTiernan d'aller à l'encontre des conventions des films de genre de son époque. Après la mort de son ami, Mac découvre le corps. Le rythme de montage ralentit brutalement. Pendant quelques petites secondes, le film cesse d'être un film d'action. Il devient un film de deuil. Mac regarde, le spectateur regarde avec lui. Puis survient l'événement. Deux yeux apparaissent, pas le corps du Predator, seulement ses yeux. McTiernan refuse encore de montrer le monstre. Il ne montre qu'un indice. Le hors-champ demeure souverain même si la créature est en réalité dans le champ, mais que nous avons du mal à percevoir. Le Predator n'apparaît que durant une fraction de seconde, les yeux brillent, puis disparaissent, le camouflage reprend immédiatement le contrôle, le spectateur n'a pas le temps de vérifier ce qu'il a vu, Mac non plus. C'est un bon exemple de fonctionnement du cinéma fantastique classique. La peur n'est moins de la présence du monstre que de l'incertitude de sa présence. McTiernan joue ici sur ce que le théoricien Noel Carroll, dans son ouvrage The Philosophy of Horror, appelle une perception incomplète du monstrueux. L'image livre rarement assez peu d'informations pour stabiliser notre regard. Le monstre reste souvent un événement perceptif plus qu'un objet visible. La réponse de Mac est immédiate. Il tire, non pas sur une cible, mais sur une direction. Il ne combat plus un ennemi, il tente de remplir le vide. Toute stratégie disparaît, ne reste que la saturation. Lorsque Dutch rejoint Mac, toute l'équipe ouvre le feu, ce qui montre que cette équipe se connaît depuis longtemps et se fait confiance. Si Mac tire, on ne se pose pas de questions, on suit son acte, on fait équipe avec lui. Si Mac tire, nan. Pardon. Nous assistons, comme mentionné plus haut, probablement l'une des plus célèbres séquences de destruction de l'histoire du cinéma américain. Mais contrairement à ce qu'elle semble être, cette dernière n'est pas une célébration. C'est une critique, une charge. Pendant près d'une minute, McTiernan montre plusieurs milliers de cartouches. Des grenades, des lance-grenades, des fusils automatiques, une minigun. La jungle explose, les arbres tombent, la végétation disparaît, la fumée envahit l'écran. Pourtant, rien. L'immense intelligence de McTiernan réside dans son découpage. Il refuse de filmer cette séquence comme un moment héroïque. Au contraire, les plans deviennent relativement longs, le montage accompagne le mouvement collectif. La caméra reste souvent extérieure, elle observe, elle ne glorifie jamais. Le spectateur comprend progressivement que cette démonstration est absurde. Les personnages ne contrôlent plus rien, ils paniquent. Le film montre des soldats parfaitement entraînés qui se comportent désormais comme des hommes terrorisés. Le travail sonore est remarquable. Pendant plusieurs dizaines de secondes, toute perception disparaît sous le vacarme. Les dialogues deviennent inutiles, les armes produisent une masse sonore continue. Alan Silvestri s'efface au premier coup de feu paniqué, la musique cède la place au bruit, le spectateur partage alors une expérience sensorielle paradoxale. Plus le volume sonore augmente,
moins il comprend ce qui se passe. Le bruit produit de l'aveuglement. Le cinéma de McTiernan devient presque physique. L'une des idées les plus fortes du cinéaste est de transformer le décor en victime. Les arbres éclatent, les feuilles sont pulvérisées, les branches tombent, le décor souffre. Le Predator, lui, demeure toujours invisible. Autrement dit, l'humanité détruit son environnement faute de pouvoir atteindre son véritable ennemi. Cette intuition donne aujourd'hui à la scène une portée presque écologique, même si ce n'est pas son propos premier. La violence militaire se retourne contre le monde matériel avant même d'atteindre sa cible. Lorsque les tirs cessent, silence. Ce contre-champ sur ce milieu naturel, toujours aussi surchargé, mais éclaté en morceaux, est presque comique dans sa sécheresse. Il annule rétroactivement toute la démonstration de puissance. En quelques secondes, McTiernan détruit le fantasme central du cinéma d'action des années 1980, celui selon lequel un problème peut être résolu par une puissance de feu supérieure. Comparons ce film, au hasard, sans être un hasard, à Commando de Mark L. Lester, sorti 2 ans plus tôt, avec Arnold Schwarzenegger également. Dans ce dernier, la démesure balistique est présentée comme une jouissance spectaculaire. Plus il y a de tirs, plus le héros affirme sa domination. Dans Predator, McTiernan reprend exactement les mêmes codes iconographiques, muscles, armes lourdes, pluie de balles, mais il est vide de leur efficacité. La scène fonctionne ainsi comme une critique interne du cinéma d'action auquel elle semble appartenir. Au fond, cette séquence ne parle pas que des armes et de leur fonction. Elle parle du regard. Depuis le début du film, les commandos maîtrisent tout parce qu'ils voient tout. Ils observent, ils repèrent, ils anticipent. Le Predator inverse cette logique. Il voit sans être vu. Lorsque Mac croit apercevoir ses yeux, ce n'est pas seulement un indice visuel, c'est une brève restauration de la symétrie. Pendant une fraction de seconde, l'invisible devient visible. Mais cette réciprocité est aussitôt annulée par le camouflage. La fusillade qui suit est la conséquence directe de cette frustration perceptive. Les hommes tirent parce que leur regard ne suffit plus. Quand les tirs s'arrêtent, la fin de la séquence se pose essentiellement sur 2 personnages. Mac, pourtant entouré de Dutch, de Dillon et de Poncho, ce plan italien en légère contre-plongée tourne autour de lui. Il devient le centre du plan, avec toujours cette hauteur et cette profondeur de forêt en arrière-plan, car l'on sait que la menace vient de là. Puis la prisonnière sud-américaine, Anna, incarnée par Elpidia Carrillo, qui est la seule à s'apercevoir que la créature a laissé des traces de son sang vert fluorescent sur une des rares feuilles qui a survécu au carnage du décor. Quand l'invisible devient visible, le temps de cet instant, McTiernan n'hésite jamais à se concentrer sur les seuls personnages qui en doutent quelque chose que les autres ne voient pas. C'est pourquoi cette séquence marque le véritable point de bascule du film. Les personnages comprennent que leur défaite ne vient pas d'un déficit de puissance, mais d'un déficit de perception. Ils disposent encore de toutes leurs armes, de toute leur force, de toute leur discipline. Ce qui leur manque désormais, c'est la capacité de localiser l'adversaire. À partir de cet instant, le film arrête de devenir un film d'action, mais un survival, film de survie. Tout aussi important, Predator cesse définitivement d'être un film sur la guerre pour devenir un film sur la chasse, où l'enjeu n'est plus de tirer mieux que l'autre, mais de réussir simplement à le voir. Nos héros badass, que nous aimons voir tout casser, avoir des répliques aux petits oignons, affronter le danger sans peur et sans reproche, disparaissent littéralement sous nos yeux, malgré une surpuissance qui normalement devrait les caractériser. C'est cette contradiction brillamment évidente qui fait de Predator un film singulier, intelligent et viscéral, et c'est ce que l'on peut comprendre et ressentir dans cette séquence, décidément, à part.